Eh bien voilà, nous y sommes pour une nouvelle conversation inspirante et je suis très heureux. D'ailleurs, j'ai des petits picotements sur la peau, tu vois, c'est très intéressant. Je suis très heureux aujourd'hui pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la personne qui a accepté de venir dans Conversation inspirante. Je suis très heureux de la recevoir. Elle s'appelle Dawila Salmi. Salut Dawila. Salam, hello, bonjour Robin, bonjour à tous, que la paix soit sur vous et autour de vous. Je suis également ravie de vivre cet échange qui, je suis sûre, sera haut en vibration. Je l'espère bien, en tout cas. On s'est rencontré avec Dawila il y a quelques années grâce à Cyril Darmon, que je salue ici, Oui. dans un événement qui s'appelle Maverick, où j'étais speaker, et tu étais là, on avait beaucoup échangé. Et nous avons un ami en commun depuis quelques années maintenant, qui s'appelle le docteur Ilyes Barali, Que l'on qui est salue. déjà venu d'ailleurs sur la conversation inspirante. Et j'avais envie d'en savoir plus sur toi, qu'on ait une conversation ensemble et que les gens apprennent aussi à te connaître. Tu as déjà une belle communauté, il me semble, Dawila. Euh, C'est relatif, c'est Oui, relatif. c'est relatif, c'est vrai, c'est vrai. En C'est tout vrai. cas, des personnes qui sont alignées avec ton message, Oui, que tu incarnes pleinement, et c'est ça le plus important. C'est pas le nombre, le chiffre, c'est plutôt la oui. qualité des personnes qui te suivent. Est-ce que Hmm. tu peux nous dire comment on est arrivé là, qui tu es, d'où tu viens? Même si je sais que c'est un exercice qui n'est pas toujours simple de mettre des étiquettes, tu vois, mais je vais te Allez, laisser la parole. on va essayer. Merci beaucoup pour cette audience que tu m'offres, Stéphane. Bon, pour la faire courte, je suis d'abord un être spirituel qui évolue. Oula, je vais éteindre ça, qui évolue dans cette expérience humaine. Et donc moi, j'ai pas toujours évolué entre la science et la conscience. Je viens d'un milieu très financier. J'ai évolué pendant presque 15 ans dans le milieu des affaires, dans des fonctions opérationnelles et managériales. Ensuite, voilà, j'ai eu une crise existentielle. J'ai fait un brown-out, une espèce d'ennui dans mon travail. C'était pas un burn-out parce que voilà, j'excellais dans ce que je faisais, mais j'ai trouvé aucun sens. Voilà, faire de l'argent, enrichir les riches. Donc, je travaillais dans une banque privée et je faisais de l'ingénierie fiscale, de l'ingénierie financière et de l'ingénierie patrimoniale. Donc voilà, je passais mes journées à créer de la valeur pour les entreprises. Puis à un moment donné, au fur et à mesure que j'évoluais dans ma carrière, je me retrouvais dans des leviers. Enfin, c'était pas, ça me parlait plus trop. Et ce qui moi m'intéressait dans ce métier-là, c'était la relation. Donc j'étais avec des dirigeants, j'ai évolué dans le milieu du luxe pendant plusieurs années, dans l'art, dans la joaillerie, avec les diamantaires. Donc j'ai découvert énormément de codes. Et ce qui m'inspirait le plus, c'était les success stories de ces dirigeants. J'ai évolué également avec, enfin, mes clients étaient les dirigeants du CAC 40, donc pareil, moi j'étais comme une enfant, je suis arrivée, j'avais presque 20, 21, 22 ans, et je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui fait la différence? Et j'ai très vite compris qu'il y avait leur qualité de présence, leur aura, que ce n'était pas qu'une question de diplôme, qu'il y avait une vision, il y avait du leadership, il y avait une manière de parler et ça m'a bluffé. Donc très rapidement, je me suis formée à toutes ces sciences, toutes ces disciplines du leadership et actuellement, donc j'ai quitté mon emploi après 15 ans de bons et loyaux services, en 2016-17, je me suis formée chez HEC en tant qu'executive coach. Je me suis spécialisée en leadership, en intelligence émotionnelle. Et à côté, je suis également formatrice. Je ne vais pas dire je suis, parce que c'est vraiment m'identifier à quelque chose, mais j'exerce la fonction d'executive coach, de mentor business, mais aussi de formatrice en art oratoire. Et ma spécificité, c'est la psycho-spiritualité. Donc, j'accompagne les personnes à être à l'aise dans la prise de parole en public à travers une méthode que j'ai élaborée qui s'appelle la méthode SSL pour avoir une posture quantique oratoire, incarner un message, contribuer au monde. Et à côté de cela, il y a la notion de coach, de mentor qui accompagne et guide les personnes avec leurs propres ressources à atteindre leur objectif, à élever leur conscience pour tout simplement créer une vie alignée et sortir de cette matrix, tu sais, cette matrix qui nous fait croire qu'on est dans le manque, qu'on est séparés, que nous sommes ce que nous possédons. Donc, je fais ça depuis 10 ans. Donc, j'ai eu l'honneur d'accompagner 3000 personnes. Et à mes heures perdues, je suis également conférencière, speaker, et j'accompagne également les TEDx speakers. Je suis coach TEDx aussi. Donc, je les accompagne à impacter leurs paroles et surtout à construire un discours impactant et influent. Voilà pour la faire courte. Et je suis surtout aussi, pas que ça, maman de 3 enfants, épouse. Ça aussi, c'est un sacré métier. Parce que Ok. entrepreneur et maman, c'est pas évident, faut le dire. Ben, on va pouvoir en parler d'ailleurs, mais il y a une chose qui me venait dans ce parcours que tu nommes, et notamment la partie business dans laquelle tu excellais, Mm, parce que mm. l'excellence, on pourra en parler aussi. Euh, Est-ce que tu étais dans un environnement, une famille, des amis qui étaient déjà dans
ce côté business? Est-ce que c'était quelque chose que tu as vraiment choisi de faire au fond? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait pour l'autre? Qu'est-ce qui t'a animé à rentrer dans la finance? Ouais. Eh bien, déconditionnement. Alors, moi, à la base, je viens, d'un quartier du 91. J'habite, dans une ville populaire, Vigne-sur-Seine, mais j'ai grandi avec des valeurs et j'ai perdu mon papa à 20 ans. Et avant de me quitter, avant de partir, avant de rejoindre sa patrie originelle, moi j'appelle ça la destination d'origine, et il m'a laissé avec une phrase qui a construit un conditionnement inconscient. Il m'a dit: «Si j'avais eu les moyens, je t'aurais mise à Harvard. Je t'aurais mis dans une grande école». Voilà, mon père est un ouvrier, il est arrivé en France, il a participé à la je suis d'origine algérienne, donc voilà, je suis binationale. Il a reconstruit la France avec, d'autres membres de la famille et il m'a laissé ça et je me suis dit: «Waouh, ça veut dire que la volonté de mon père, le rêve de mon père, c'est que je sois dans une grande école de commerce» et c'est pour ça que j'ai fait, après le bac, j'ai été en bac scientifique, ça existe encore. Ensuite, j'ai été à la Sorbonne et une fois que j'ai eu mon DUG, c'est l'équivalent d'un bac+2, je me suis dirigée à l'université de Dauphine. À l'époque, c'était, vraiment, elle était encore gratuite, tu vois? Mais c'était déjà l'école de commerce, c'était l'élite en économie et à mon époque, c'était en 2000, hein, on est entré en 2001-2002-2003, tu faisais des études en finance de marché, tu étais le roi du pétrole, hein. C'était l'Eldorado à l'époque, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Les primes étaient extraordinaires. Moi, j'avais une voiture extra enfin, je peux même pas nommer la marque, ce serait indécent. À 23 ans, j'avais des primes, qui étaient explosifs. On se prenait pour les rois du monde. Donc j'ai fait du trading, après, mes études. Après j'ai été, broker et ensuite, j'ai évolué en entreprise. Donc c'était pour moi le chemin qui, rendrait hommage à la volonté de papa. Parce qu'à la place, je l'appelais Alors, papa. tu as parlé de valeurs, donc j'imagine que les valeurs d'humilité, c'est quelque chose qui était très présent aussi dans ta famille. Mmh. Est-ce qu'on perd un peu d'humilité à un moment donné, à 20, 21, 22 ans, 23 ans, avec des grosses voitures, à gagner beaucoup d'argent, à rencontrer des élites? Est-ce qu'à un moment donné, tu te perds là-dedans aussi ou est-ce que les fondations étaient suffisamment solides? Alors écoute, je rends grâce à Dieu et à l'éducation que j'ai eue parce qu'effectivement, c'est quand même fragile. Ça peut être fragile. Moi, voilà, il est parti, j'avais 20 ans, donc il m'avait laissé quand même avec des valeurs comme le travail, le mérite, la volonté, le courage, l'honnêteté, la sincérité. Et il nous a quand même laissé, moi j'ai vu mon père se lever à 5 heures du matin tous les jours, aller travailler. Il était très éloquent, il était syndiqué. Donc il y avait quand même il avait toujours des vestes. Donc je sais que je me suis beaucoup inspirée aussi de ce qu'il l'incarnait. Il était très aidant, très altruiste, très empathique et donc si tu veux, il y avait cette notion de: «Je ne peux pas le décevoir» et tu sais, dans la culture algérienne, ouais, les femmes ont une certaine place, les hommes ont une certaine place et sur la femme, il y a quand même une couronne, la couronne de l'honneur. Donc tu ne peux pas déshonorer le nom, tu il y a quand même des codes dans la culture africaine en général, hein, d'accord? Et donc, non, il m'a quand même laissé avec ça. Donc, même s'il y avait parfois, effectivement, il y avait l'argent facile. Quand tu es une jeune fille, moi à l'époque, je portais pas le turban, donc, on va dire que j'attirais quand même certains chacals, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il y avait quand même des hommes qui n'avaient pas forcément des très bonnes intentions. Et donc, il y avait quand même cette notion de mon algérianité m'a beaucoup aidée et mon côté aussi, masculin. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a aidée à entreprendre, c'est le côté homme. Donc ce côté très masculin, honneur, a fait que très rapidement, même si j'ai évolué dans un environnement, masculin où il y avait de l'opulence partout, je restais les pieds sur terre parce que j'avais quand même une famille, j'avais ma mère, j'ai 2 frères. Donc il y avait quand même toute cette culture-là. Donc tu vois, on parle souvent de transgénérationnel, être déloyal à plein de choses, mais il y a aussi un héritage sur lequel il est important, aussi important d'être loyal. Et donc ça, je rends hommage à cette éducation. Et puis bien évidemment, j'ai coupé des liens avec certaines croyances, certaines, pour le coup, certains héritages qui ne m'aidaient pas du tout dans mon épanouissement, parce que quand on est, enfant d'ouvrier et qu'on évolue, dans des sphères comme ça, très rapidement, tu dois t'adapter et moi, ce qui m'a permis vraiment, d'évoluer, c'est ma capacité à m'adapter, certes, mais je me suis beaucoup formée. Moi, dès 20 ans, j'ai suivi une thérapie, hein, Stéphane, hein. Quand tu perds, ton papa, moi, j'étais amoureuse de mon père. C'était l'homme de ma vie, il était parfait. Donc, c'est mon monde qui s'est écroulé. Et donc, je ne savais même pas ce que c'était qu'une émotion à 20 ans. Je ne sais même pas ce que c'était qu'une colère, ce que c'était que la tristesse. Donc, je me suis fait accompagner. Et en 2000, il n'y a pas de ChatGPT, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas YouTube, hein. Donc, tu as intérêt à, bah, déjà, à gagner un peu d'argent pour pouvoir comprendre ce qui se passe en toi. Donc, c'est ça qui m'a véritablement aidé à prendre un peu d'avance, parce qu'à 20 ans, j'en avais 40 dans la tête.
Donc là où mes copines sortaient en boîte, non, moi, j'allais travailler parce que mon père venait d'acheter une maison, il fallait aussi assumer les frais. Et donc, je me suis très vite mise sur le chemin du travail, mais c'est ce qui m'a permis en réalité d'être ce que je suis aujourd'hui. Et justement, je sais pas, ça tombe pas parce qu'on en parle beaucoup, peut-être qu'on parlera de ta maman, mais j'ai la sensation que ton père était peut-être, alors était destiné à faire ce qu'il a fait ici en France, en tant qu'ouvrier à 5 heures du mat. Mais il a fait certainement d'autres choses à offrir au monde. Et c'est Mm. comme si c'était une espèce de passation énergétique, quantique, fréquentielle, ou même pas sanguine, presque, pour toi de le faire. Parce que du coup, quand on est face à ça, on se dit, mais putain, mon père, il est capable de faire d'autres choses que de se lever à 5 heures du matin et à trimer toute sa vie pour nous, pour pas grand-chose. Il est, il était peut-être voué à autre chose. Oui. Peut-être. Ouais. Est-ce que tu as Mhm. ressenti ça? Est-ce que tu pouvais le voir autrement que ce qu'il était? Ouais, j'aime beaucoup ta question. Si tu veux, enfin, on cherche beaucoup, en tout cas la jeunesse aujourd'hui cherche beaucoup d'héros. C'est les héros, des figures influentes, inspirantes. Et je pense que chez nos parents, il y a déjà ce modèle-là. Moi, mon père était vraiment, en tout cas dans mes yeux d'enfant et d'adolescente, parfait. Dans le sens où c'était un très bon papa qui ne faisait pas la différence entre ses filles, ses garçons. Il a quitté l'Algérie. Donc, il a pris tous ses enfants. Il n'a pas laissé une partie, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. On laissait la famille en Algérie et l'homme venait travailler. Donc, lui, il a vraiment pris un autre chemin. Donc, il a été peut-être même été critiqué. Ça ne se faisait pas. Il a pris toute sa famille. Il avait 4 filles, 2 garçons. Voilà, il y a des croyances dans cette culture qui font que. Et non, lui, il a toujours été très équilibré, très éthique dans sa manière de nous éduquer. Et c'est comme si, moi, de ce que j'ai pu comprendre, c'est comme s'il avait pas une revanche, mais il devait justifier sa réussite et il a ramené tellement de gens qui était en Algérie. Il leur a offert des CDI. Si tu veux, pour moi, je le voyais déjà comme un très grand leader, comme un sauveur. Ah, sauveur dans le sens positif du terme, hein, d'accord? Pas Train de Cartman. Donc, je le voyais, il faisait énormément de bien. Et je me souviens, quand on retournait au pays les étés, il n'y a pas une personne qui ne s'arrêtait pas sur son chemin. Et donc, déjà, je voyais qu'il avait quelque chose, je me dis, waouh, mais waouh, tout ce bien. Et quand il est décédé, quand il est parti, le monde qu'il y a eu, à la fois en France, parce qu'il est décédé en Algérie, d'un accident, mais, mais- mais moi, si je meurs, enfin, le jour où je vais mourir, j'ai autant de personnes autour de moi qui prient pour moi, waouh, c'est que j'ai laissé quelque chose. Donc, il a laissé une trace générosité. Il prêtait énormément d'argent. Il avait peu, hein, on n'est pas sur des salaires euh, d'aujourd'hui. Donc, je ne sais même pas comment il a fait pour économiser, aider sa famille en Algérie, nous faire venir, nous donner une éducation. On n'a jamais manqué de rien. Il nous a fait découvrir très tôt, tu sais, les huîtres, le homard, parce qu'il travaille dans les marchés. Donc, moi, j'ai eu cette culture gastronomique très tôt, les fromages. J'ai jamais manqué de rien. J'avais l'impression d'être dans l'abondance, alors qu'il se levait à 5 heures du matin avec sa gamelle, il rentrait le soir, il s'exprimait super bien, il était syndiqué. Je me dis, mais en fait, au-delà d'être ouvrier, mais ce que l'on a retenu de lui, c'est tout le bien qu'il a fait et les bonnes paroles. En fait, c'est une présence. Et je pense que, tu vois, ça, c'est un lien avec l'art oratoire. Toi, tu vas partir, tu vas quitter ce monde, mais ton message, il reste. Ton message, il est éternel, tu vois. C'est-à-dire que le message que l'on incarne, c'est une énergie au final. Et lui, jusqu'à aujourd'hui, quand les gens du pays nous rencontrent ou les gens en France nous rencontrent et nous disent, ah, tu es la fille de, voilà, Salmi un tel, il y a toujours une parole noble et ça fait quand même 25 ans qu'il est parti. Et c'est comme s'il était parti hier. Ah oui, ton père nous a laissé tel héritage, il nous a aidés, il a donné une parole pur et sincère à ce moment-là. C'était quelqu'un de bien. Et il l'a fait sans cette volonté qu'on parle de bien de lui. Il l'a fait parce il incarnait vraiment cette bonté. Cette bonté, il l'incarnait et cette notion de contribuer au monde tout en restant focus aussi sur sa famille. Franchement, je ne sais pas comment il a fait. Dieu l'a repris à 53 ans et je pense que il avait déjà beaucoup œuvré. Et, euh, et tu sais, je vais te faire une confidence, mais j'ai mis beaucoup de temps, moi, à me remettre. Tu as perdu ton papa, donc tu sais ce que c'est. On met du temps à se remettre de la perte d'un être cher, mais il y a quelques années, en faisant ce travail de dépouillement, etc., je me suis rendu compte que s'il avait été là, peut-être que j'aurais jamais été véritablement qui je suis. Parce que j'avais tellement envie de lui plaire qu'en fait, je grandissais sous son ombre. Et le fait qu'il soit parti à ce moment-là, c'est comme un contrat d'âme. C'était comme si, allez, maintenant il est temps que tu grandisses et que tu te découvres et que tu fasses ce que tu aimes. Parce que j'aurais peut-être jamais quitté la finance, je ne sais pas.
pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, mais si, plus même, parce qu'il y a ce sentiment de liberté et d'expansion qui émane de toi quand tu en parles, justement. Mm. Et ce lien est puissant, mais du coup, la maman là-dedans, parce Ah. que quand on a une fille qui est comme ça, complètement sous l'ombre de son papa, est-ce qu'elle a un regard admiratif? Est-ce que de temps en temps, c'était un petit peu difficile pour elle ou... Ah ouais. Ma mère, aujourd'hui, je la regarde autrement que comme une mère, je la regarde aussi comme un être humain, une femme dans son chemin d'individuation. C'est Carl Jung qui nous disait ça, qu'on a tous un chemin d'individuation et c'est pas quelque chose sur lequel on travaille quand tu es dans une culture euh, algérienne. Le clan est important. Tu vois, dans certaines cultures, c'est vraiment la notion de collectivité qui prime avant l'individu. Donc, le travail que nous sommes amenés à faire aujourd'hui et dans toute l'humanité, hein, d'éveil de conscience sur ses blessures, ses croyances, c'est un travail d'individuation. Et donc, moi, j'ai mis du temps à comprendre que ma mère, elle faisait aussi ce chemin malgré elle. Parce que sans se rendre compte, elle a dû aussi se libérer de plein de schémas. Elle se marie très jeune, elle quitte toute sa famille très jeune, elle se retrouve dans un pays qu'elle ne connaît pas. Alors, il faut savoir que mon père était très éloquent, il maîtrisait la langue française. Ma mère, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai une profonde admiration pour ma mère parce que malgré ça, je ne sais pas comment elle a réussi à faire. Ma mère, elle est devenue entrepreneur dès sa première année en France. C'est-à-dire elle s'est débrouillée, elle était couturière, elle avait quelques talents et elle arrivait comme ça à parler avec deux, trois, quatre mots français, à se faire des amis. Donc, elle avait déjà une intelligence relationnelle exceptionnelle. C'est comme ça que l'enfant apprend. Il apprend pas avec ce que le père ou la mère lui dit, il apprend en voyant ce que les parents font. Donc moi, ma mère, je l'ai vue avec toutes les problématiques de langue, toute la barrière de la langue, je la voyais taper chez la voisine, parler avec Françoise, Jacqueline, et elle se débrouillait comme ça, parler avec le plombier, l'électricien, observer. Je dis souvent que si ma mère avait fait des études, elle aurait fini présidente. Quand je la vois aujourd'hui, elle connaît tout son voisinage, la police, elle les connaît parfaitement, elle sait se défendre, et pourtant mon père n'est plus là. Je me dis, mais waouh, quelle force! Donc, ma mère, c'était assez difficile parce qu'il y avait la barrière de la langue, la culture qui était différente. Donc, et puis, il y avait aussi toute cette famille à gérer. Donc, 6 enfants, parce que je suis la quatrième d'une fratrie et même de 7, parce que j'ai une sœur, une grande sœur au-dessus de moi qui est décédée. Donc, moi, je la voyais comme une mère, plus que comme une maman. Donc, elle ne m'a pas forcément donné cette affection. Et c'est là où mon père a beaucoup compensé. Beaucoup compensé. Et à 20 ans, quand mon père est parti, elle est venue compenser euh, cette, euh, cette présence maternelle et elle s'est accentuée quand je me suis mariée. C'est bizarre, hein, mais j'étais presque devenue son bébé quand je me suis mariée. Il y avait vraiment cette notion de c'est bon, t'es mariée, tout va bien. Maintenant, c'est bon, il y a un problème qui est parti. Tu sais, les mamans algériennes, il y a toute cette notion de c'est bon, là, en sécurité. Et c'est là où j'ai découvert une maman. Donc, moi, aujourd'hui, ma mère, c'est devenu aussi une maman. Et ça, c'est vraiment un chemin, un chemin propre à tout le monde. Mais ma mère, aujourd'hui, pour moi, c'est plus qu'une héroïne. C'est une force de la nature. Puis, elle a un lien avec la terre qui, moi, me bouleverse. Si tu voyais son potager, si tu voyais sa maison, oh, elle fait pousser des choses avec ses mains. Tu vois, nous, on paye des milliers et des cents pour faire des thérapies, mais elle, sa thérapie, c'est la terre. Elle a tout le temps, et tu vois de quoi je parle, elle a tout le temps la main dans la terre. Si tu vois ce qui pousse, les tomates, les légumes, les fruits, je suis mais émerveillée. Moi, j'arrive même pas à faire pousser de la menthe, tu sais. Et elle a cette notion très proche. Et je pense que malgré toutes les épreuves qu'elle a vécues, les traumas, parce qu'on en vit des traumas dans cette génération, sa plus grande thérapie, ça a été la terre. Ça a été la terre. Ouais. Intéressant parce que tu vois, j'ai appris il y a très peu de temps que le mot chaman veut dire médecine de la terre. Ah, intéressant. Ah oui. Exactement ce dont nous sommes en train de parler, médecine de la terre. Tu parlais tout à l'heure aussi de ton énergie masculine qui t'a beaucoup aidé. Hmm. Est-ce que tu pourrais dire que l'équilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine aujourd'hui, elle est est-ce qu'elle est en équilibre déjà? Ces deux énergies sont en équilibre? Ou est-ce que, ben, par la force des choses et le métier que tu as choisi, la voie que tu as choisie, quand même, la part masculine prend un peu le dessus ou t'en Hmm. es aujourd'hui par rapport à Oui, ça? je vais faire tomber le mythe, hein. Non, c'est pas toujours équilibré. Je suis désolée, c'est pas toujours équilibré. Moi, ce qui me permet d'équilibrer ces rôles-là, c'est d'essayer de respecter, si tu veux, une règle que je m'efforce d'incarner depuis des années. C'est la règle du un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour la famille, un tiers
pour moi. C'est-à-dire quand je dis moi, c'est ma spiritualité, c'est moi dans cœur, tête, corps, vraiment, cette notion de, je mets dedans le sport, je mets dedans, comment dire, l'art, par exemple, de dessiner, marcher dans la forêt, moi avec mon créateur, etc. Donc ça, c'est un tiers. Après, il y a un tiers famille, c'est-à-dire mon époux, et je mets dedans aussi mes enfants, parce que c'est deux rôles différents, maman et épouse. Et bien évidemment, il y a la notion de contribution au monde. Et c'est là où je mets le travail. Et parfois, tu vois, pendant les 2 mois d'été, j'étais beaucoup plus maman, épouse, un peu moins entrepreneur, même si voilà, j'étais quand même présente en backup pour mes équipes. Et là, depuis le mois de septembre, eh bien, je suis un peu plus entrepreneur. Donc, il y a beaucoup de projets sur lesquels je me suis engagée, etc. Et donc, moi, l'idée, c'est sur le mois. C'est sur le mois, je me dis, OK, comment je répartis mon temps? Et quand je vois qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre, parce qu'il y en a, il y a des moments, c'est déséquilibré, j'essaie de rééquilibrer. Et par exemple, depuis que je suis entrepreneur, et pour moi, ça n'avait pas de sens autrement, les vacances scolaires, c'est pour moi. Les grandes vacances d'été, c'est pour moi et mes enfants, bien évidemment. Je m'octroie les mercredis, je m'octroie les vendredis pour moi. Le vendredi, je m'octroie jeûne de la parole. Comme je suis dans un métier où je prends beaucoup la parole, l'art oratoire, c'est l'art de transformer, tu sais, une pensée dans l'action pour l'action. C'est l'art d'influencer, c'est l'art de laisser une trace pérenne dans l'esprit de ton auditoire. Ça reste quand même un métier incarné dans le corps. Ça reste un métier où tu te dois, à un moment donné, d'incarner ton intériorité. Donc, il y a de l'invisible et du visible. Tu vois, c'est comme un vortex. Ton corps devient un vortex. Donc, c'est quand même, pour moi, faire de l'art oratoire, si à côté tu fais pas du sport, c'est compliqué. Parce qu'il y a une certaine posture physique. Tu vois. Donc, il y a quand même une énergie masculine dans l'entrepreneuriat qui est pour moi fondamentale. Mais en même temps, ce que nous, les femmes, avons et que je pense que les hommes n'ont pas, c'est ce côté intuitif, on appelle ça la matrice al-Rahim, tu sais, en langue coranique, c'est la matrice de l'utérus. D'ailleurs, en arabe, le mot utérus veut dire Rahim. C'est-à-dire que le mot, enfin, là où se fait la création de la vie, on appelle ça Rahim, qui veut dire amour rayonnant. Donc, c'est une matrice de la vie d'amour. Là où en français, l'espace où la femme donne de la vie s'appelle utérus, qui vient quand même de l'étymologie hystérie. Va te renseigner, tu vois. Donc, on n'est pas sur la même notion. Donc, on a quand même, d'un point de vue physiologique, de manière scientifique, une capacité à accueillir. Et on est beaucoup plus intuitif. Donc, il y a le côté euh, structuré, organisé, masculin, mais il y a quand même une grosse part chez moi, grâce à l'entrepreneuriat, qui a activé mon féminin, qui fait que je me laisse complètement euh, aspirer pour mieux être inspirée par des messages, des ressentis, une intuition. Moi, toutes mes idées, et je pense que c'est comme ça que mon entreprise a décollé très rapidement, c'est que je n'ai jamais fait les choses avec un plan marketing, tu sais, que j'ai pu apprendre, hein. J'ai fait Dauphine, j'ai comment dire, accompagné des centaines d'entrepreneurs. J'ai créé mon entreprise rapidement. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est pas les stratégies toutes faites de ChatGPT, hein. C'est mes sauts quantiques qui m'ont aidé, clairement, à canaliser ce qui était aligné avec mon subconscient. Et me dire, ça me fait kiffer. Si ça me fait kiffer, je sais que j'ai un client idéal quelque part qui va connecter avec ce champ vibratoire. Donc, il y a du féminin, il y a du masculin. Et pour moi, la vie est un équilibre. C'est la vie qui t'apporte l'équilibre. C'est pas toi qui le décide. Tu parlais tout à l'heure de ton turban, Oui, comme s'il y avait un avant turban et comme s'il y avait un après turban. oui. Qu'est-ce qui fait que tu décides de te couvrir la tête avec un Alors, joli turban? oui, alors bon, déjà, c'est aussi, il y a une notion esthétique, bien évidemment. Moi, j'ai commencé à le porter en 2018 lors d'un voyage à la Mecque. J'ai fait le grand pèlerinage. Et si tu veux, je sortais du monde de la finance. Et tu sais, le monde de la finance, c'est un milieu où le regard de l'autre est très important. Il y a surtout dans le luxe, etc., il y a énormément de codes. Et même si j'avais évolué spirituellement, pour moi, le turban a été une révélation pour me libérer du regard de l'autre. Ça a été pour moi un outil exceptionnel, même s'il y avait une dimension spirituelle, une dimension énergétique, enfin plein de choses. Il y avait aussi cette notion de, OK, Dawila, puisque tu vas venir maintenant incarner un être spirituel, tu vas rentrer dans cette enveloppe-là. Qu'est-ce que ça fait que de laisser tous ces standards de beauté? Parce qu'on est quand même très influencé, en tout cas la femme en Europe, elle est très influencée par les standards. Et j'avais aussi cette envie de mettre un point d'honneur sur mon message.
Voilà, et je ne voulais pas qu'on focalise sur autre chose. Donc, j'avais vraiment cette notion de mon message est plus important que ma personne. Et paradoxalement, mon message porte certaines notions religieuses, dans le sens où, pour toi, je serais peut-être couverte, mais pour d'autres de la communauté, entre guillemets, musulmane, me trouverait illégitime de parler du Coran parce que je ne porterai pas, tu sais, la tenue d'Arabie Saoudite, qui est complètement absurde, parce que c'est complètement incohérent et non vérifié, non vérifiable dans les textes sacrés. Donc là où je m'autorise, d'autres vont me dire que je n'ai pas le droit. Donc si tu veux, ça m'a permis réellement de sonder ma sincérité et mon leadership et de me dire, and so what, je suis là, je parle de religion et je parle de conscience et je parle de science et je vais lier les deux. And so what, je suis légitime. La foi est une expérience, ce n'est pas qu'une croyance, c'est pas un diplôme. Moi, mes diplômes, je dirais que c'est plus mes cicatrices. Mes erreurs sont mes diplômes. Mais en aucun cas, mon costume doit être si tu veux, une porte de légitimité. Parce que la légitimité, Dieu me l'a donnée, sinon il ne m'aurait pas créé. Donc, si tu veux, ça a été aussi un symbole de libération du regard des gens, des critiques des gens et sur la sphère universelle. Femmes, hommes, toute confession. Donc, ça a été pour moi une libération à ce niveau-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole n'importe quand, n'importe où. Je fais ce que je veux, clairement. Tu parlais des fondements, des valeurs que tes parents ont forgées finalement, ton papa en particulier. Euh, pour passer de la finance à ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu as dit oui à un moment donné, bon, j'étais plus aligné avec pourquoi je fais ça. Est-ce qu'il y a eu un événement qui marque l'avant, l'après, où ça a été vraiment quelque chose qui était évident, comme une fluidité, il n'y a pas eu de choses spéciales. Des fois, c'est un mot, c'est un regard, c'est une musique, c'est un souvenir. Oui, Euh, complètement. Mm. Alors, je ne l'ai pas dit, mais tu sais, moi, à la base, j'ai un bégaiement. J'ai un trouble de la parole. Et quand je parlais avec beaucoup de logorée. D'ailleurs, l'auditoire s'en rendra compte, j'ai un débit de parole quand même. Donc, ça a été un travail pour moi d'articuler, de travailler avec mes maxillaires, ma mâchoire, parce que j'avais énormément d'émotions refoulées dans la mâchoire. La mâchoire est aussi un siège des émotions. Et donc, j'ai eu à 6 ans, moi, j'ai pris une gifle de la part de ma maîtresse qui m'a poussé au mutisme, qui a provoqué du coup par la suite un léger bégaiement. Donc pour moi, la prise de parole, c'est quelque chose qui était assimilé à une souffrance. Mais grâce à cette gifle de cette maîtresse quand j'avais 6 ans, j'ai pu prendre des cours de boxe, j'ai pu apprendre à me défendre. Donc tout ça, ça m'a construite aussi. Et par rapport à ta question qui est... Ah, attends, je fais une digression là. Ah, j'ai oublié. Ta question qui était... Ah oui, comment on fait pour changer? Oui, c'est-à-dire que moi, quand... Voilà. Et si tu veux, moi, je me suis fait violence grâce à mon papa qui m'a laissé cette croyance qui était si j'avais de l'argent, je t'aurais nanana. Je me suis dit, bah, c'est pas une question d'argent, j'irai dans les meilleures écoles, je ferai partie de l'élite et par le mérite et par mon travail. Donc, c'est comme ça que j'ai pu justement accéder à Dauphine par un entretien. Et du coup, quand moi j'étais dans la finance, j'étais très muette, je parlais pas, hein. J'étais très agressive parce que j'avais peur qu'on me critique, qu'on me juge, parce que pour moi, la prise de parole était égale à de la violence. Parler, gifle de ma maîtresse. Donc, tu sais, ça crée des traumatismes. Donc, j'ai dû aussi m'en libérer. Mais à un moment donné dans ma carrière, si tu veux, mes clients m'appréciaient énormément parce que j'avais ce côté très psychologique. Moi, comme j'avais suivi des thérapies, j'avais fait de l'anéagramme, des 20 ans, etc., j'avais plein d'outils qui me permettaient rapidement, non pas de résoudre la problématique financière, parce que c'était facile pour moi, voilà, ça se résout. L'argent, quand il y a de l'argent, c'est pas un problème. Mais je voyais que parfois, il y avait des problématiques relationnelles entre le collaborateur financier et le client. Et moi, j'arrivais très rapidement à créer un lien. Donc aujourd'hui, on va appeler ça le closing, on va appeler ça la vente, le commercial. Non, moi, c'était vraiment très naturel pour moi. Et bah, rapidement, je devenais l'ami de mes clients. Très rapidement, j'étais devenue l'ami, même s'il faut quand même garder une sacrée distance. Et ils me racontaient leur vie, leurs déboires sentimentaux. Et voilà, dans ce milieu-là, tu as le corporate et tu as aussi l'aspect patrimonial. Il y a deux choses qui m'ont alerté. Non, trois choses. La première, déjà, c'est la vie. C'est pas avant-après. Je me suis réveillée un matin, ah, alléluia. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un mythe. C'est Disneyland, tu vois. Non. C'était progressif. Je commençais vraiment à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Deuxième chose, depuis que je suis toute petite, je rêve d'être sur scène. C'est-à-dire que je rêvais depuis enfant que j'étais en train de prendre la parole. Sauf qu'à l'intérieur de moi, de par là d'où je
d'où je venais. Mais dans ma famille, il n'y a aucun entrepreneur, il n'y a aucun speaker, à part mon père qui était syndiqué, qui prenait la parole pour ses collaborateurs et les ouvriers. Je me dis, mais non, mais ça, tu rêves, Daouda, c'est impossible. Et en plus, tu ne sais pas parler. Dans mon enfance, ma mère m'appelait la mitraillette, imagine. Tellement, je parlais vite et j'arrivais pas à m'exprimer. Mais comme quoi, pourquoi est-ce que je parle de ce fragment de vie? C'est qu'importe là où vous êtes actuellement, d'accord, vous avez en vous toutes les compétences innées. Ça demande par contre de venir les réactiver. C'est comme le leadership, pour moi, il est inné, tu vois. Mais il demande d'être réactivé parce que dans les sociétés dans lesquelles on vit, cette compétence, elle est niée. Donc c'est inné, mais nié. Mais tout le monde n'ira pas la travailler. Donc il y a eu la vie, le burn-out, le salaire. J'ai découvert un beau matin que j'étais moins bien payée que mon collaborateur. Donc déjà, il y a une grosse blessure d'injustice. Et puis, cette notion de plafond de verre. À un moment donné, dans ce genre de métier, tu atteins un plafond de verre. Tu excelles, tu rapportes des millions à l'entreprise, et pour autant, tu as l'impression que tu fais 3 fois plus d'efforts et que la rémunération à côté ne suit pas. Et je voudrais rendre hommage à une amie qui m'a toujours dit, depuis la fac de Dauphine, Daouda, tu es la Tony Robbins de l'université. De quoi tu parles? Elle me dit, oui, quand on est à tes côtés, tu as une capacité à résoudre, à solutionner, à apaiser, à être le médiateur quand il y a un problème. Et moi, je ne savais même pas qui était Tony Robbins. Je ne connaissais pas le métier de coach. Et donc tout ça, et également mes managers, j'ai découvert comme ça qu'ils étaient coachés. Et c'est là où j'ai compris que je le faisais de manière naturelle avec mes amis. J'étais la psy de mes amis, moi. J'étais la love coach, sans me rendre compte. Et parce que je lisais beaucoup, parce que papa était parti à 20 ans, parce que j'avais pas le choix que de travailler, parce que je rencontrais des personnes de tout horizon. Donc, ça m'a formée. Donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai passé 10 ans à enrichir les gens, à créer des entreprises, des empires. Et si je le faisais pour moi, qu'est-ce que ça m'apporterait, sachant que aujourd'hui, je suis en capacité de créer la richesse pour les personnes. Et si je le faisais pour moi? Mais tu sais, c'est viscéral parce que quand tu te lèves le matin, tu n'as plus d'appétit. Tu passes un week-end super. Le lundi matin, tu es fatigué. Et qu'à côté, tu fais ce travail spirituel. Parce que j'avais ce travail spirituel, je lisais beaucoup, je méditais énormément. Et qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas envie d'y aller, Stéphane. Tu vois, mais tu y vas quand même. Et quand tu y vas, tu as la boule au ventre, mais tu as même un nœud dans le cœur. C'est plus de la vie, c'est de la survie. Donc c'est ça, plus ça, plus ça qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai posé un genou à terre et je me suis dit, oh mon Dieu, je suis pas bien dans ce que je fais. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et c'est là, au fur et à mesure, le métier d'accompagnement est arrivé vers moi. Donc il a fallu d'une prière, d'un état émotionnel, d'une perte de sens, d'une injustice, d'un environnement boostant pour me dire, eh bien, je mérite mieux. Donc c'est pas un élément. Désolée, hein, mais c'est Ah plus non, complexe. bah oui, c'est ça qui est intéressant, justement. C'est Complexe. d'avoir toute cette complexité euh, qui finalement, on a souvent tendance à dire que la vie est difficile, que la vie est compliquée. En fait, j'ai la sensation que la vie est simple. C'est nous qui doit rendre compliqué, déjà Ah oui, d'une. Et quand tu parlais justement de ta difficulté d'élocution à ce moment-là, ce qui me venait comme image, c'est un esprit fulgurant dans un corps qui n'est pas prêt. Et c'est comme si cette fulgurance-là, bah, le corps n'était pas capable de la sortir parce qu'il n'était pas encore parfaitement aligné avec tout ça. Et tout ce que complètement. j'entends depuis tout à l'heure, c'est est-ce que ce que je ressens et ce que je pense, c'est la même chose? Parce que ce Complètement. qui va être dit, ce qui va être fait, sera fait avec toute cette fulgurance justement et cette énergie incroyable que tu déploies et que chaque être humain possède en son cœur, mais qu'il a souvent mis de côté consciemment ou inconsciemment. Bon, bref. Complètement. Complètement. Non, Est-ce mais que c'est très tu as cette juste. sensation-là? Ouais. Tu parles d'alignement. Tu parles d'alignement. Et l'alignement, c'est aussi se libérer du regard de l'autre parce que pour faire, tu sais, depuis que tu es entrepreneur, c'est une école de la vie extraordinaire. C'est une école soft skills. Euh, tu, tu fais face à l'échec, tu essayes, parfois ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites. Tu es constamment dans un processus d'évolution. Mais toi aussi, tu évolues avec ta boîte. D'accord? Donc, moi, c'est vraiment quand j'ai cessé de vouloir ressembler à quelqu'un, que j'ai cessé de vouloir plaire à ma famille, parce qu'il y a eu des événements familiaux aussi, des conflits qui font qu'à un moment donné, tu te dis, mais attends,
attends, je me suis sacrifiée pour être validée pour ça, et au final, le jour où tu es dans la vérité, on te met de côté. Bah attends, mais tant qu'à faire, autant commencer à vouloir être ce que tu ressens profondément, ce qui te fait kiffer. Mais tu feras jamais l'unanimité. Et ça, c'est un deuil qu'il faut absolument accepter, de dire non, mais de toute façon, quoi que je fasse, parce que pendant longtemps, moi, je voulais vraiment, j'étais dans la quête de reconnaissance de papa qui n'était pas là, à travers ma famille. Mais en réalité, ça ne vient jamais, ils n'ont pas que ça à faire, c'est pas leur rôle. Et à un moment donné, j'ai commencé à incarner et à me donner ce que j'attendais des autres. Quand j'ai compris que je portais en moi ce que je cherchais à l'extérieur, ça a radicalement changé. Et là, j'ai pu construire l'alignement, c'est-à-dire j'aimerais accompagner, contribuer et partager ce qui m'a permis de me libérer. En même temps que je le dis, je le pense, je le vibre et dans mon corps, je passe à l'action. Parce que le Et leadership, c'est pas qu'une posture extérieure, c'est une vibration silencieuse que l'âme dégage. Donc c'est facile de dire je vais entreprendre, mais encore faut-il incarner l'entrepreneuriat. Et quand tu es salarié, c'est compliqué. De quitter un monde pour qu'un empire s'élève, un autre doit tomber. Cet empire, c'est nous. Donc, j'ai dû d'abord quitter un sacré empire pour entrer dans une zone d'inconfort parce que là où on te donne ton salaire tous les mois, dans l'entrepreneuriat, il y a une sacrée zone floue, hein. On est d'accord. Et ça fait on est partie d'accord, absolument. de la vie. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Exactement. Et j'en reviens à ces histoires de hommes-femmes et énergie, parce que tout à l'heure, tu disais que le monde dans la finance dans lequel tu évoluais à ce moment-là, c'était très masculin. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ton environnement professionnel est très féminin? Est-ce que tu accompagnes des femmes? Ma question est claire. Est-ce que tu accompagnes des femmes, que des femmes, exclusivement des femmes, ou est-ce que tu accompagnes aussi des hommes? Oui, oui. Alors, j'accompagne des âmes qui sont bloquées et qui, à un moment donné, sentent qu'il y a un niveau qui leur est offert. Donc, je les accompagne à passer ce niveau, à se débloquer. Donc, il y a de la libération émotionnelle qui passe par la parole, mais d'autres choses. Et oui, en grande partie, il y a beaucoup plus de femmes parce que j'ai l'impression, croyance ou pas, que c'est plus les femmes qui font ce travail-là. Je pense que même toi qui es un homme, comment ta clientèle, elle est beaucoup plus composée de femmes. Je me trompe peut-être. Il y a quelques hommes en art oratoire, parce qu'évidemment, prendre la parole, il n'y a pas de genre, tout le monde a un message à transmettre, mais il y a quand même beaucoup plus de femmes qui veulent porter des projets qui ont un fort impact. D'accord. Maintenant, euh, l'expression de soi, passe par l'affirmation de soi et l'estime de soi. Si tu ne t'aimes pas, si tu n'as pas confiance en toi, si à un moment donné, tu es encore esclave du regard des autres, ça va être compliqué de prendre la parole parce que tu ne feras pas l'unanimité. Donc, si tu cherches à plaire à tout ton auditoire, ça va être compliqué. Si tu prends la parole pour être applaudi, pour être aimé, ça va être très compliqué. Ce n'est pas l'objectif de la parole. La parole, elle élève un message. Tu n'es qu'un transmetteur. Et en même temps, tu reçois. C'est une danse entre ton auditoire et ta posture d'orateur qui n'est pas ta posture de maman, qui n'est pas ta posture d'entrepreneur. Quand tu es oratrice, tu portes un autre costume qui demande une certaine logique de pensée. D'ailleurs, c'est très proche de l'art dramatique. Tu joues le rôle de ton message. Mais si ton message, c'est la confiance en ses capacités, si ton message, c'est la spiritualité et que tu arrives renfrogné au niveau des épaules, la tête baissée, les yeux fuyants, tu fuis ton public et toi, tu parles de libération, excuse-moi, il y a un décalage quand même. On ne te suivra pas. Tu ne pourras pas faire vivre le message que tu portes en toi. Donc, il y a un travail de dépouillement. Et par rapport à l'homme et à la femme, c'est marrant parce que moi, je suis passée vraiment d'un environnement très, très masculin, mais de fou malade, vraiment, j'étais la seule nana. Mais il faut savoir que ça m'a énormément aidée. Parce que, bon, dans ce milieu-là, le fait d'avoir été entourée de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes dans le milieu des affaires m'a permis de comprendre la psychologie masculine. Mal, la psychologie du mal, dans tous ses travers et dans toutes ces choses positives. Et donc, ça m'a, moi, permis, du coup, de ne pas vivre des choses, tu sais, difficiles comme être en dépendance affective avec l'homme, être sous l'emprise d'un pervers narcissique et que sais-je, tout ce qu'on entend. Donc, si tu veux ça, ça m'a aidé également à construire une carrière quand j'ai quitté la banque de love coach. Parce que très rapidement, je captais exactement. Si tu veux, j'étais la confidente, moi, de mes collaborateurs hommes. Et donc, j'entendais des choses qui n'étaient pas très catholiques autour des femmes. Et voilà, j'étais un peu le bonhomme homme, le bonhomme femme. J'étais le pote, tu vois. Et donc, je recevais toutes les stratégies masculines de ce milieu-là, qui m'a énormément aidé, moi, aujourd'hui, qui m'aide encore aujourd'hui à comprendre la psychologie de l'homme,
Parfois, un homme peut paraître très brutal, méchant, mais derrière, il y a une blessure avec le père, une blessure avec la mère. Et donc, quand moi, j'accueille des femmes, eh bien, on travaille aussi cette relation-là. Parce que quand tu accompagnes quelqu'un à se verticaliser, à être dans son axe d'alignement, d'accord, eh bien, la femme comprend que l'homme qu'elle attire n'est que le miroir de ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même, tu vois. Et quand tu comprends pas le miroir d'en face, c'est compliqué d'expliquer à la jeune femme, écoute, effectivement, il t'a trompé, mais il y a peut-être un espace chez toi où tu n'es pas loyal et tu n'es pas engagé avec toi-même. Tous ces effets miroirs, tu vois. Donc ça m'a Yes. beaucoup aidé. Et ça m'amène à une question, justement, l'homme de ta vie, l'homme qui Oui, partage ta vie, ton mari, yes. il est arrivé avant la transformation, la transmutation, c'est-à-dire quand tu étais dans le monde de la finance, ou il est arrivé après? Ah, il est arrivé bien après. Il est arrivé, j'avais 28 ans, donc j'avais déjà ouais, roulé ma bosse, on va dire, hein. Donc j'étais déjà indépendante financièrement. J'avais déjà une carrière qui était déjà assez établie, donc j'avais pas besoin d'un homme. Dans la finance. Dans la Oui, finance. ah oui, oui, j'étais dans la finance. Voilà. Oui, oui, j'étais dans la finance. On s'est rencontrés dans ce milieu-là. Donc il m'a découvert avec tous mes travers à ce niveau-là. Mais j'avais déjà moi fait ce travail-là, si tu veux. À 28 ans, bah, je me suis mariée. Enfin, moi, je l'ai rencontré, j'avais 27 et on s'est mariés, j'en avais 28. Donc on s'est mariés très rapidement. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui savait ce qu'il voulait. Tu sais, il y a les hommes qui savent pas. Lui, clairement, il savait ce qu'il voulait. Il m'a parlé de mariage très rapidement. Moi, j'étais quelqu'un aussi qui cherchait une relation stable et sérieuse. Euh, Même si j'avais une carrière qui me prenait énormément de temps, on a des valeurs communes, on a une culture commune qui fait qu'on s'est très très vite compris. Et comme il savait exactement ce qu'il voulait, bah voilà, moi je ne pouvais pas non plus tergiverser. Maintenant, sur mon cheminement, parce que du coup 2008, 2025, moi j'ai décidé de quitter la banque en 2016 et lui il a entrepris en 2015, qui vient aussi du milieu financier. Et donc il a d'abord entrepris et ensuite moi j'ai entrepris 1 an et demi après. Donc si tu veux, ce cheminement on l'a fait presque en parallèle. Mais on est quand même des personnes très pragmatiques, très rationnelles. On a quand même les pieds bien sur terre. Et donc, on s'entraide au quotidien, même si lui, il Ça. évolue. Voilà, lui, il évolue dans la cybersécurité, il est dans le cloud, tu vois. Enfin, pour moi, c'est un monde. Mais moi, c'est pareil. J'évolue aussi dans la 5D. Pour moi, c'est pas. Si tu veux, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Et, euh, et donc, il a vécu ce cheminement. Et là, c'est une invitation et un petit conseil. Quand on épouse quelqu'un, il- qu'importe si vous êtes marié ou pas, moi je suis pro-mariage, mais il y a un contrat implicite, dans le sens où, et je pense que tu seras d'accord avec moi, tu sais, le développement personnel, moi je pense qu'il peut détruire des couples. C'est-à-dire que quand tu te maries avec quelqu'un, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, à un moment donné, il va y avoir des évolutions, des mouvements de conscience. Et certes, à un moment donné, avec le dépouillement, avec le développement personnel, et moi je suis un peu anti-dev perso, c'est qu'il y a cette notion de moi j'ai travaillé, moi je connais mes blessures, moi je travaille mon ombre, mais mon conjoint pas encore. Et donc, il y a beaucoup de divorces pour rien. C'est pour ça que moi je parle plus de dépouillement. On ne cherche pas à devenir meilleur, on cherche à revenir à ce que nous étions déjà. Et si tu n'es pas en paix avec la personne que tu es actuellement, excuse-moi, mais dans le contrat de mariage, il n'y a pas écrit tu dois évoluer en même temps que moi. La personne, elle fait son chemin, mais si tu es en paix, le chemin de l'autre n'est pas censé te perturber, normalement. Tu l'acceptes tel qu'il est, tu vois. Et donc, bah, c'est ce chemin-là qu'on. 17 ans de mariage, hein, donc il y a eu des hauts et des bas, mais c'est ce chemin-là qu'on essaie de mener ensemble, sachant que pour moi, il y a un capitaine dans le bateau, il n'y en a qu'un. Voilà. Et je lui laisse cette place-là. Et je suis très bien, euh, on va dire, en copilote. Pourquoi? Ça permet, c'est ma croyance, d'activer plus de féminin. Mhm. Pour Puis répondre à la peut-être aussi question. d'avoir un regard, oui, merci. Et aussi avoir un regard avec plus de détachement, de recul, puisque toi, tu peux Ouais. voir l'ensemble Oui, du tableau. Parfois, quelqu'un qui exactement. est capitaine, parfois, il a le nez sur le tableau. Il ne peut pas voir. C'est très complémentaire, c'est très très complémentaire. Pour moi, le couple, c'est un magnifique camp d'entraînement de l'éveil. Ouais. L'autre est Tu un parlais guide spirituel. d'un guide spirituel. Tu parlais de développement personnel et le côté finalement qui vient nourrir une espèce d'ego un peu masqué. Et je suis complètement d'accord avec ça. Donc Mm. tu parles plus de dépouillement personnel. On pourrait même parler de développement impersonnel, Ouais, pas mal. sortir de persona aussi. Euh, c'est quoi?
ta vision, là, pour toi, pour les gens que tu accompagnes, pour les un tiers, un tiers, un tiers. Parce que j'imagine que tu n'es pas une femme qui n'a pas de vision. Bon, je pense que tu es une femme qui a une vision Ouais, qu'elle et est qui te très claire. dépasse parfois même, j'imagine. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu voilà, ta vision? Mm. En fait, ma vision, moi, elle est très claire. C'est le un. J'ai vraiment cette volonté, ce rêve d'unifier, de pacifier et de dépasser tous ces pièges de la séparation. On appelle ça, si tu veux, d'un point de vue vulgaire, mais vulgairement parlant, on appelle ça l'ego, voilà, pour être gros, pour simplifier les choses. Mais si tu veux, tu sais, certains maîtres soufis parlent d'état d'âme. Il y a l'âme incitatrice au mal, l'âme engluée, blâmée et l'âme apaisée. Et je pense que pour passer vers cette âme apaisée, c'est un travail individuel qui agira pour l'humanité. Il y a un très beau verset coranique qu'on retrouve dans toutes les sagesses, monothéistes et polythéistes d'ailleurs, qui dit que le monde changera lorsque le monde de chaque individu changera. C'est-à-dire que quand tu changes ton monde intérieur, tu participes à changer le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les atrocités que l'on vit, pour ne pas les nommer, parce qu'il y en a énormément, il n'y a pas ceux que l'on voit dans le JT tous les soirs, bref, que toutes ces atrocités sont en réalité aussi le reflet des atrocités que l'on s'impose. Ce que l'on autorise à l'extérieur n'est que le reflet de ce que l'on s'autorise à l'intérieur de nous. Et qu'aujourd'hui, l'invitation, c'est de revenir à notre nature profonde, qui est la rahma. Et je trouve ça magnifique, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'entre toi et moi, Stéphane, il n'y a aucune séparation. Même si on est sur un Zoom, l'action que tu vas avoir va agir dans le monde parce qu'on est un tout. Et aujourd'hui, la science hein, le démontre, hein, que nous sommes, du coup, en réalité, 0,00001% de matière et 99,999% d'information et de matière éthérique, c'est-à-dire de l'énergie, pour la faire courte, avec des fréquences vibratoires. Et que tout ton environnement intérieur et extérieur agit sur qui tu es. C'est les travaux du docteur Emoto qui disait que justement, il était docteur, hein, oui, de mémoire, Oui, oui, et que du exactement. coup, voilà, il a montré que l'eau cristallisait différemment selon les intentions et donc les mots ou la musique auxquels elle est exposée. Donc la molécule de l'eau, elle changeait. Et donc, c'est la preuve que la vibration des mots et des émotions modifie la matière. Ce qui veut dire que notre matière, ce que tu vois de moi, est influencé par ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens et l'environnement intérieur et extérieur. Ce qui veut dire que on est des molécules d'eau, tu es une molécule d'eau, que je porte un champ électromagnétique à l'extérieur de moi, qui est soit au service de l'humanité, soit au service de sa destruction. Et ça passe par un travail intérieur. Donc, pour unifier l'humanité, il faut déjà que j'apprenne moi à m'unifier. Donc, ma vision, c'est quoi? C'est qu'à travers un retour vers notre être originel, on se libère de tout ce qui nous empêche de revenir à ce que nous étions. Et ça passe pour moi par le dépouillement, le développement impersonnel. Arrêtez de croire que Stéphane Robin, c'est un Français pure souche, moi, Daoula, algérienne. Non, à la base, on est des frères, on est des sœurs, on vient du même créateur. C'est bon, on vient du même lieu, on est d'accord. On vient d'une même origine. Tu vois. Et je pense que si on faisait tous ce travail-là, c'est peut-être utopique, hein, mais il y aurait plus de guerre. Quand tu fais la paix avec toi-même, tu fais la paix avec l'autre. Et ça passe aussi par une posture où tu prends la parole. Quand tu prends la parole, tu prends ta place. Parce que tu exprimes le message divin qui est en toi. Donc, prendre la parole, c'est aussi contribuer à cette unité. Et je pense qu'on est à une ère où il y a un éveil. Et je pense que tu confirmeras parce que tu fais aussi ce travail-là. Absolument, et c'est vrai que tout ce que tu dis, on en entend dans la théorie quantique, par exemple l'intrication quantique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une particule a été séparée l'une de l'autre, en fait, elles continuent d'interagir ensemble de la même manière. Enfin, il y a plein d'études là-dessus qui sont incroyables, qui montrent que rien ne nous sépare et que la véritable illusion, c'est l'illusion de la séparation et de se séparer de soi-même. Je crois que c'est là où c'est encore le plus challengeant pour les uns et les autres, et que parfois, bah, on attend l'urgence. Et j'ai l'impression, moi, derrière ton message, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre l'urgence. Voilà, on Complètement. peut d'ores et déjà écouter l'appel, sentir l'appel et l'autoriser à émerger de l'intérieur. Exactement. On arrive à la fin de cette conversation extrêmement inspirante. J'aurais pu continuer encore plusieurs heures comme ça, mais on a des choses aussi à faire dans le monde.
Bien tu sûr, partages l'action, hein, voilà. oui. Donc, je vais te poser 2 questions qui vont venir, conclure finalement, cette conversation. La première, c'est si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose dans ta vie. D'abord, est-ce que tu changerais quelque chose? Mais si oui, qu'est-ce que tu changerais? Alors là, je parle de toi vers toi. Je parle pas de la guerre dans le monde, des Oui, oui, maladies, bien sûr. hein, de toi avec toi. Mmh. Ouais. Mmh. C'est marrant que tu me dises ça parce que, tu sais, je pensais à Philippe Guillemont avant notre entretien, qui disait, tu sais, il parle, ses travaux sur la causalité et le double quantique. Je pense que tu sais de quoi je parle et donc qui prouve aujourd'hui ce qu'on a toujours su, ce que les sagesses spirituelles nous ont toujours dit, c'est que nos intentions influencent nos futurs possibles. Donc, en réalité, on peut déjà agir sur, la ligne de temps que l'on souhaite pour nous-mêmes à partir du moment où on incarne cette fréquence. Mais si vraiment j'avais une baguette magique, hem, je me serais évité, certaines, maladies avant de changer de vie, parce que j'ai eu pas mal, de problèmes de santé avant d'arriver à cette reconversion professionnelle. Donc je pense que j'aurais, protégé mon corps, si je devais changer quelque chose. Mais il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit, en fait, que tout était parfait. Donc en fait, c'est Exact. bizarre, mais heu, j'ai vécu des choses horribles, hein. J'ai perdu un enfant et cetera, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me sens en paix. Donc j'ai envie de te dire non, en fait, ma vie, elle est, exactement ce qu'elle doit être. Là, à l'instant où je te parle, je me sens pleine, je me sens complète, je sais que tout est illusion ici, voilà et que quelque chose de grand et qu'il y a une force qui régit tout ça et qu'un jour on comprendra et que moi, j'essaie juste de faire ma part en tant que colibri. Donc si j'avais une baguette magique, je pense que je revivrais les choses avec plus de conscience, peut-être. J'en avais pas. Peut-être. Ou tu l'avais, mais elle n'était pas encore, elle n'avait pas Ouais. émergé avec ta conscience. Et la Mmh. dernière question, elle me vient en fait d'un ouvrage que peut-être tu as lu aussi, qui s'appelle «L'âme du monde», de Frédéric Lenoir, qui Ah oui. m'a bien plu. Donc la question, c'est celle-ci: si demain, le monde que tu connais, toi, les humains, meurent tous, ils vont bientôt, on va plus être là, mais il y a quand même un groupe d'enfants qui va refaire le monde, qui eux vont rester et vont refaire le monde. Et tu fais partie des gens qu'on va appeler: «Dawila, j'aimerais que tu viennes déposer un message à cette génération qui va faire le monde de demain». Toi, tu seras plus là, il y aura plus grand monde d'ailleurs. Quel message délivrerais-tu à ces enfants qui vont bien entendu l'écouter, qui vont le mettre en application, qui vont le vivre au quotidien? Donc s'il y avait un seul message à leur laisser, ce serait quoi? Waouh! La question! Waouh, 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 waouh! Oh, waouh! C'est lourd quand même, hein? Mmh. À des enfants en plus. Il y a 2 choses qui me viennent. Il y a la gratitude, n'oubliez pas de remercier tout ce que vous avez. La gratitude, de remercier, parce que c'est vraiment pour moi une énergie qui guérit. Mais je pense que je leur dirais de se souvenir qu'ils viennent, du ciel et des étoiles. Souvenez-vous que ce que vous vivez là n'est qu'une illusion et que vous venez d'un paradis que vous portez en vous et de toujours revenir en eux-mêmes pour pouvoir changer ce qui se passe à l'extérieur, de de les ramener à eux en leur disant: «N'oubliez pas que tout ce que vous voyez n'est que le reflet de vous-même». De leur donner cette conscience en réalité que, le changement, il passe par eux et que le paradis est déjà en eux-mêmes et qu'ils doivent juste l'activer. Bon, ça fait un long message, mais c'est la même idée, c'est la même idée. De se souvenir qu'ils viennent du ciel et des étoiles. Ouais. Mmh. On va rester là-dessus. Là oui, là, c'est magnifique. Voilà, c'est un mot de la fin parfait. Alors on reste sur Merci. les étoiles. Voilà, si, les gens qui ont suivi un petit peu cette conversation ont envie d'en savoir plus, te contacter et cetera, ils font comment? Tu es disponible comment? Ah oui, alors c'est pour tout ce qui est, donc il y a des accompagnements collectifs, il y a des accompagnements également, privés. Donc le privé, c'est sous candidature. Vous nous envoyez un email, il y a un site, hein, www.dawilasalmi.com et également, je ne sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais j'ai, des studios, podcast, qui sont, proposés, justement, à tous les entrepreneurs, les porteurs de projets, ceux qui ont un message impactant. Il y a différents, typologies, d'accompagnement où on les accompagne à avoir une posture pour
transmettre leur message. Donc, c'est dans mes locaux. Donc, tout ce qui est formation, accompagnement privé, il y a aussi l'Arche qui est collectif où, comment dire, s'ils souhaitent s'offrir des espaces pour servir leur message, tout se passe par mail et je serai ravie avec mon équipe de répondre et surtout de clarifier leurs demandes et de répondre à leurs besoins. Parfait. Merci infiniment de ta présence. C'est moi qui te Merci remercie, Stéphane. de ton oui, dans la gratitude. Moi, je m'appelle Merci. Stéphane Robin. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, entre autres, mais aussi sur les réseaux. Et pensez à vous abonner, rentrer en contact. C'est aussi simple que d'envoyer un mail. C'est aussi simple que d'y penser. C'est aussi simple que de le ressentir parfois. Voilà. Exactement. À bientôt. Merci à toutes, merci à tous. Je vous embrasse. Gratitude. À bientôt.